Bonjour à toutes, au féminin ce soir. Bienvenue pour cette nouvelle séance de l'état de l'art, qui est un cycle hebdomadaire consacré à l'actualité de l'histoire de l'art que nous programmons depuis début octobre à l'INHA. Avant de commencer sur la séance de ce soir, je voudrais tout d'abord remercier les services de l'INHA qui sont impliqués toutes les semaines pour faire en sorte que ce cycle se passe dans les meilleures conditions, donc le service des moyens techniques, le service des manifestations et le service de la communication particulièrement, qui m'accompagnent dans l'organisation des événements. Donc aujourd'hui, pour cette nouvelle séance, j'accueille Louisa Torres, qui va nous parler d'une actualité des collections patrimoniales de l'INHA, le don des archives de la galerie Jean Fournier, qui sont entrées dans nos collections récemment. Donc avant d'aller dans les archives, je présenterai rapidement Louisa. Louisa est archiviste paléographe, elle est normalienne, et spécialiste des livres médiévaux et du patrimoine manuscrit. Depuis un peu plus d'1 an, Louisa, tu es chef adjointe du service des collections patrimoniales et conservateur notamment des fonds liés au marché de l'art. Et c'est ce qui nous amène à l'invitation de ce soir, autour de cette arrivée à l'INHA, de la galerie des archives de la galerie Jean Fournier qui ont trait à son activité. Donc peut-être pour lancer cette discussion et avant de peut-être se plonger dans les archives, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur qui était Jean Fournier et sur la création de sa galerie éponyme? Bien sûr, merci Lucie pour cette introduction. Jean Fournier, comme un certain Alain Delon, était un garçon boucher. C'est une figure en fait assez fascinante avec un destin personnel assez extraordinaire et une myriade de témoignages à son sujet qui laisse l'aura d'un personnage à la fois attachant et charismatique, et c'est une grande chance pour moi de m'occuper des archives de la grande entreprise de sa vie qui a été sa galerie. Je voudrais juste, avant de commencer, remercier Émilie Ovar-Cortet et Martina Mouti qui ne peuvent pas être là ce soir, qui sont les responsables actuels de la galerie et qui m'ont beaucoup parlé et beaucoup transmis cette affection pour la figure tutélaire de Jean Fournier. Alors Jean Fournier est effectivement le fils, enfin le beau-fils en fait, d'un couple de bouchers installés de manière ironique tout près de là où la galerie s'installera rue du Bac 30 ans plus tard. Il naît à Paris, il fait un apprentissage au Halles, ça ne lui plaît pas beaucoup, il est tiré de là par la Seconde Guerre mondiale, il est envoyé en Allemagne dans le cadre du STO, où on lui trouve une maladie pulmonaire qui lui donne la chance d'être démobilisé. Il rentre en France, il est soigné et un médecin à l'hôpital lui parle d'une formation pour devenir libraire. Donc il entre dans une école et pendant 2 ans il se forme pour devenir garçon libraire. Et en 1945 il entre chez Galignani. Galignani, c'est cette grande librairie spécialisée dans la littérature anglophone, anglaise et américaine, qui évidemment pendant la guerre avait connu quelques difficultés, pendant l'occupation allemande avait connu quelques difficultés pour s'approvisionner et avait donc développé un fabuleux rayon livre d'art, qui est d'ailleurs encore toujours aussi fabuleux aujourd'hui. Et Jean Fournier, que rien ne prédestinait à ça, entre en 1945 chez Galignani pour s'occuper du rayon livre d'art. Et là il tombe dans la proverbiale marmite. Il est très doué, il se fait remarquer, il s'occupe graduellement de plus en plus des auteurs anglais et américains, et là il tombe dans un deuxième monde qui ne quittera plus vraiment le rapport entre la France et l'Amérique. Il est repéré par un certain Archie Weber qui dirige les éditions Skira et qui édite les textes sur l'art d'André Malraux, notamment le musée imaginaire, et qui est stupéfié de voir que la librairie Galignani en a commandé 10 exemplaires. Alors il vient en personne leur dire: vous avez dû vous tromper. Et il tombe sur Jean Fournier qui lui dit: pas du tout, c'est un texte extraordinaire, je ne me suis pas trompé, j'en ai commandé 10 et je vais en commander d'autres. Et de là naît une amitié qui durera toute la vie d'Achille Weber, puis toute la vie de Jean Fournier, parce que l'amitié se prolongera avec son fils.
Weber a tout fait de déboucher Jean Fournier. Voilà comment en 1952, à la veille de ses 30 ans, Jean Fournier entre à la librairie-galerie Kléber et s'ouvre du coup une grande carrière de libraire-galeriste, de plus en plus galeriste, mais jamais de moins en moins libraire, ce qui évidemment pour les bibliothécaires le rend infiniment sympathique. À la galerie Kléber, Fournier va organiser sa première exposition, ce sera Joseph Sima, et puis il y aura les premiers happenings de la suite des surréalistes, la rupture avec Breton, le choix de ces peintres qui entrent en rupture avec Breton et le lien avec des peintres qui vont ensuite rester liés à la galerie. Très longtemps, Michel Lubchansky, Simon Antaille, Riopelle, qui lui fait connaître les Américains, Sam Francis, Shirley Jaffé, Joan Mitchell, etc. Et en 1964, donc 10 ans plus tard, Jean Fournier a la fierté d'ouvrir sa propre galerie, 22 rue du Bac, la librairie-galerie Jean Fournier, où vont se prolonger, se succéder cette activité artistique d'exposition, toujours avec ce même groupe d'artistes auquel Jean Fournier dévoue sa vie, son activité. Riopelle, Jaffé, Mitchell, Francis, Bishop. Il rencontre des Français aussi, il fait la connaissance de Viala, Buralio, d'autres encore. Il se lie aussi avec des conservateurs avec qui il va collaborer ensuite toute sa vie. Cette première épopée de la rue du Bac déménage en 1979 pour 20 ans rue Quincampoix parce que le centre Pompidou va ouvrir et donc Fournier veut accompagner le mouvement. Donc, il trouve un local le plus près possible, le plus grand possible. Et là, c'est encore une nouvelle histoire qui se prolonge, des artistes qui partent, qui restent. C'est toujours un peu les mêmes noms d'artistes parce que Fournier a une conception de la fidélité très haute, donc il va rester toujours attaché à défendre les mêmes. Les vicissitudes économiques des années 90 auront raison de l'emplacement rue Quincampoix et d'une galerie devenue un peu trop grande pour les reins de l'activité économique de la galerie, qui a longtemps été portée par la librairie, en fait. Et c'est le retour rue du Bac. Alors, pour la petite histoire, c'est Agnès B. qui rachète le local de la rue Quincampoix, où elle avait, des années après avoir travaillé pour Fournier dans ces mêmes locaux, Fournier pour qui elle gardera une grande affection et qui la conseillera ensuite sur ses propres projets de librairie, de galerie, etc. Fournier meurt en 2006. Tout le monde redoute que la galerie ferme à ce moment, mais le compagnon de toute la vie de Jean Fournier maintient l'activité jusqu'à son propre décès, et c'est en 2023 que la galerie a commencé à envisager sa fermeture définitive et s'est rapprochée à ce moment-là de différentes institutions patrimoniales françaises, dont l'INHA, pour transmettre des œuvres, transmettre les archives et au-delà de ça, en fait, transmettre la mémoire de cette aventure singulière. Et je crois peut-être aussi la mémoire de cet homme qui a laissé un souvenir absolument vivace dans la mémoire de beaucoup de gens. Donc ce sont près de 50 années, même plus de 50 ans d'activité qui font partie de ces archives. Et donc presque 70 en fait. 70. Et donc quand ce don a été accepté, tu as pu accéder aux archives, peut-être ce qui peut aussi nous intéresser, c'est la manière dont on peut envisager un tel fonds. J'imagine que c'est titanesque. Comment l'INHA aborde cette donation? Comment est-ce que quand on se retrouve face à toutes ces boîtes, ces lettres, ces factures, on procède avec quelques images? Alors, lorsque 70 ans d'histoire arrivent en boîte dans une institution, on est d'abord noyé par la quantité de boîtes. Et puis, on entreprend les étapes bien connues des archivistes de traitement du fonds, qui, in fine, doivent aboutir à la mise à disposition
des chercheurs, des lecteurs, des amateurs d'art de ce fonds. Donc, la première phase, c'est une phase de tri, une phase de lecture extensive du fonds, il y a une phase de compréhension de ce qu'il compose. L'archiviste a une responsabilité assez écrasante qui est celle d'écarter au fur et à mesure, ou de discriminer, disons, entre des documents qui sont immédiatement communicables aux chercheurs et des documents qui portent des données qui sont protégées par différents aspects de la loi, le secret des affaires, les données relatives à la vie privée. C'est pas parce que la galerie souhaite donner un papier sur lequel il y a l'adresse et le nom et l'adresse d'un acheteur potentiel que ce nom et cette adresse arrivent directement dans les mains des chercheurs ensuite, évidemment. La loi protège ces données. Donc nous, on a un travail en fait de sélection à travers le fonds. Alors, évidemment, on laisse en place une archive qui porte ce type de données, mais par contre, nous, on se la signale pour qu'elle ne soit pas mise sans filtre entre les mains des lecteurs. Après vient une phase de reconditionnement et enfin la publication d'un inventaire qui porte les numéros d'inventaire en fait en bibliothèque on appelle des cotes, une cotation du fonds qui garantit la citabilité ensuite de ces sources-là dans les travaux de la recherche avec un numéro unique qui donc permettra à des chercheurs de se référer aux sources que d'autres chercheurs auront exploitées sans équivoque possible. C'est un travail très long, dans le cas d'un fonds aussi important que celui de la Galerie Fournier, c'est un travail que j'envisage au moins sur 2 ou 3 ans, d'autant plus que le fonds arrive en versements successifs à mesure que la galerie clôt certaines parties de son activité, donc en fait on n'a même pas encore tout reçu, on recevra tout à la fermeture définitive, puisque la galerie actuellement elle existe encore, elle a encore une existence juridique, elle a fermé ses portes au public, mais elle reçoit sur rendez-vous, elle vend encore des toiles, elle répond encore, elle délivre encore des certificats d'authenticité, donc il y a encore une activité de la galerie. Voilà. Donc elle a évidemment, non seulement elle a gardé des archives par devers elle pour assurer la continuité de son activité jusqu'au bout, mais en plus elle continue à en produire. Et donc moi, j'attends le dernier jour du dernier jour qui verra la remise ultime des derniers cartons qui pourront réintégrer dans leur suite logique le fond. Donc là, on voit quelques images alors dans la qualité de la photo en formation de l'observation. Même, en fait, on se met à ta place en train d'observer les archives. On voit qu'elles ont quand même une matérialité qui est très diverse. On a des diapositives, des photographies, on a dans un fond d'archives d'une galerie, on a une multiplicité de types de supports. Est-ce que ça rentre en compte aussi dans le travail de l'archiviste, de comment Oui, absolument. Les documents qui rentrent à l'INHA dans les collections patrimoniales entrent pour l'éternité dans les biens de la nation. Donc, on a évidemment une responsabilité vis-à-vis du public futur et aussi vis-à-vis du public dans très longtemps. Donc, c'est cette phase qu'on appelle le reconditionnement, qui est de transvaser des documents dont la fragilité dépend évidemment de leur nature vers des contenants adaptés qui garantiront leur permanence dans le temps, donc certains papiers plus fragiles dans certains types de contenants, certaines diapositives dans certains types de pochettes, donc évidemment ces photos ne seront plus dans là j'ai pris en photo des photographies qui étaient dans un classeur du commerce qui vont évidemment passer dans un classeur constitué de matériaux parfaitement adaptés à la conservation des photographies, tant est qu'on puisse garantir la conservation d'une photographie qui a un matériau volatile par essence. On fera de notre mieux. Et je posais une question peut-être un peu de néophyte. Est-ce qu'on réarrange comment on arrive à la fois effectivement garder cette conservation, cette optimisation de la conservation des objets tout en préservant le geste archivistique, en fait, peut-être même on peut dire comme ça, d'origine.
Alors, on trouve des astuces, mais effectivement, la loi d'Airain en archivistique, c'est de conserver le classement tel que l'a réalisé le producteur. Et j'ai quelques collègues qui font ça quotidiennement dans la salle qui sourient. Tout l'enjeu, en fait, méthodologique et presque épistémologique, en fait, du travail de classement qui intervient à ce moment-là, c'est comment restituer une lisibilité du fond, parce qu'une pièce, à un moment donné ou à un autre, ne s'entend que par le contexte documentaire dans lequel elle se trouve et dans lequel on la trouve. Comment restituer aux chercheurs la clarté et l'intelligibilité de ces pièces sans pour autant dénaturer le classement du producteur. Parce que le producteur peut avoir laissé des papiers en désordre, le producteur peut avoir eu plusieurs logiques de classement qui se succèdent. Dans le cas de Fournier, par exemple, c'est particulièrement complexe parce qu'en fait, Fournier avait un système de classement qui ensuite a été en profondeur revu par la galerie, par ses successeurs à la galerie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose d'intéressant dans l'histoire de cette galerie, c'est qu'après la mort de Fournier, la galerie elle-même commence à entamer une démarche mémorielle. La galerie, même si elle poursuit une activité de galerie, elle expose, elle va chercher de nouveaux artistes, elle cherche à trouver un nouveau souffle dans sa proposition artistique, dans sa proposition intellectuelle. La galerie, en même temps, sait qu'elle fait vivre un héritage, et l'héritage de quelqu'un qui avait une personnalité particulièrement forte et particulièrement marquante. Donc, en fait, la galerie elle-même réorganise les archives pour essayer de leur donner plus de sens que ce qu'elles n'avaient. Et du coup, j'ai des pans d'archives qui sont un peu laissés dans leur jus, et d'autres qui ont été reclassés par la galerie ensuite, reflet de leur activité. Et pour autant, il y a des espèces de traits hyper marquants dans ce fond qui en disent très très long sur la galerie elle-même, mais rien dès le premier regard en fait. Des fonds de galerie, il y en a pas mal à l'INHA. Généralement, ils ont tous un plan un peu similaire. Vous avez la compta, des documents administratifs, les RH, et puis le fichier client et les fichiers d'œuvre en fait. Quelque chose comme ça, avec des documents qu'on va retrouver, un peu une typologie de documents qu'on va retrouver d'un fond à l'autre. Dans les galeries Fournier, vous avez un peu de documents, un peu de compta, un peu de quelques facturiers, et après vous avez un énorme bloc, les expositions. Et ensuite, il y a artiste 1, artiste 2, artiste 3, artiste 4, etc. Et en fait, les archives sont classées par artiste. Et rien que cette façon-là de ranger ses propres papiers, ça en dit assez long en fait sur le travail que Fournier, la façon dont Fournier abordait son métier en fait, en plaçant l'artiste au centre de tout, en s'effaçant en permanence derrière l'artiste, en subvenant aux besoins de ces artistes jusqu'à leur payer les factures d'électricité, etc. ou un cadeau pour les enfants ou les cours de piano, que sais-je, parce que il fallait à tout moment qu'ils puissent être capables de créer. Et en fait, finalement, le plan archivistique de ces archives-là, que bien évidemment nous allons conserver, il est en soi en fait, il raconte quelque chose de la méthode Fournier. Donc on a bien compris que c'est un classement qui va être au long cours et que l'accès ne va pas être direct pour les chercheurs et chercheuses qui veulent venir étudier les fonds de la galerie Jean Fournier, mais peut-être avec cette première étude préalable que tu as pu faire, cette première plongée dans les archives, est-ce qu'on peut déjà en tirer quelques fils pour les chercheurs qui pourraient un jour s'intéresser à ces fonds-là sur la galerie Jean Fournier? Alors, il y a évidemment une histoire de la galerie à écrire, ou en fait à réécrire, parce qu'il y a déjà, et elle est évidemment dans les collections de la bibliothèque, mais il y a déjà le livre de Catherine Franblin, entre autres, il y a plusieurs livres consacrés à Fournier, mais celui-là s'appuie beaucoup sur les archives de la galerie. Donc, il y a évidemment une histoire de la galerie à revoir, à approfondir à la lumière de ces sources-là. Et puis, il y a tous les travaux, évidemment, sur les artistes de la galerie,
n'importe qui s'intéresse à Sam Francis, à Joan Mitchell. En Sam Francis, on lit pas énormément de choses, mais à Riopelle, à Puralio, à Jaffé, etc. En fait, va évidemment venir à l'INHA pour consulter le fonds qui s'appelle désormais Archives 195, fonds Galerie Jean Fournier, pour y trouver un matériau très intéressant sur la relation qu'il pouvait avoir avec ce galeriste en particulier. Il y a énormément il y a tout un dossier, toute une série de dossiers iconographiques avec de nombreuses vues d'exposition. Donc des choses assez précieuses en fait quand on étudie l'œuvre de ces artistes qui ont investi des lieux, qui ont investi les lieux de Fournier et qui sont adaptés à ces lieux en fait. Il y avait aussi une intelligence de Fournier de l'utilisation de la rue Quincampoix qui était beaucoup plus large, qui était beaucoup plus grande, donc qui s'est prêtée à des expositions d'œuvres de très 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 grand format. Il y a des photos assez drôles, on voit Fournier minuscule à côté de tableaux absolument gigantesques. Et inversement, le retour du bac a aussi permis les expositions de plus petits formats ou d'œuvres de plus petits corpus qui rentraient un peu différemment en résonance parce que les lieux étaient un peu différents. Le point commun de tous les lieux de Fournier, c'était qu'ils commençaient toujours par une librairie. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que Fournier n'avait jamais cessé d'être libraire. On rentrait toujours dans une librairie qui avait, comme je l'ai dit, son importance économique en fait dans le modèle économique de la galerie. Et ensuite, on accédait aux œuvres. Et c'est un peu de la même façon que Fournier était passé par le livre avant d'accéder à l'art. Fournier était un lecteur assidu et passionné toute sa vie. Est-ce que justement dans les archives, on retrouve la trace de cette activité de libraire? Est-ce qu'on a des livres, des listes de livres, Alors, de manière intéressante, non, parce que c'est une comptabilité unique et en fait la galerie, justement la librairie fait intégralement partie de l'activité de la galerie. Jean Fournier vend des livres et des œuvres, enfin il vend des livres et il expose des œuvres et les uns vont avec les autres. Il va y avoir toute une activité éditoriale aussi de la galerie, comme Fournier va commander beaucoup de textes, parfois il va les distribuer dans les expositions ou dans les catalogues des expositions, parfois même dans les cartons d'invitation aux expositions, parfois il va les faire éditer à part, mais il y a cette espèce de fusion intime entre les deux activités, l'une ayant porté économiquement pendant pas mal d'années la galerie, le temps que la galerie se constitue un fonds et trouve un modèle économique un peu différent. Mais encore aujourd'hui, en fait, vous allez rue du Bac et il y a encore, plus modestement, mais il y a encore une sélection d'ouvrages, des ouvrages de référence, des ouvrages anciens, des ouvrages intéressants et au milieu des tableaux, quoi. Et donc on a évoqué le soutien aux artistes qui était très fort, qui est le cas de toute galerie, mais qui chez Fournier prenait quand même une dimension très importante. Est-ce que à l'heure actuelle, parmi les archives que tu as pu voir, il y aurait peut-être un artiste ou une artiste que tu pourrais évoquer pour qu'on puisse comprendre un peu quelles sont la variété des archives qui sont à notre disposition, qui pourront être bientôt un jour à notre disposition? En fait, il y a un peu le même type d'archives pour tous les artistes et d'une certaine façon, la quantité d'archives ne dit pas tout sur la qualité d'une relation, mais elle dit évidemment la longueur dans le temps d'une relation. Mais à peu près pour tous les grands artistes qui ont été défendus par la galerie, l'une des parties vraiment très intéressantes des fonds, ce sont les registres ou les fichiers d'œuvres. La galerie tenait, ce qui n'est pas un catalogue raisonné, mais voilà, ce qui s'en approche de fiches d'œuvres, donc des listes d'œuvres répertoriées et du coup identifiées par un numéro d'inventaire propre à la galerie, qui permet à la galerie derrière éventuellement d'abord de défendre l'œuvre de ces artistes, de eux-mêmes la connaître en profondeur et
de délivrer les éventuels certificats d'authenticité, etc., qui sont régulièrement demandés par les propriétaires des œuvres. Pour tous les artistes, il y a de la documentation qui témoigne aussi un peu de cet attachement de la galerie à défendre l'œuvre d'artistes qui parfois, dont elle a fait la postérité. Pour certains, c'est quand même vraiment l'action de Jean Fournier qui a fait passer des artistes de l'ombre à la lumière d'une certaine façon. Et cette collecte patiente d'articles de presse, de mentions dans tel catalogue, etc., d'apparitions dans des expositions collectives, y compris hors de la galerie, fait partie un peu de ce travail de documentation de ces artistes. Il y a évidemment une partie importante consacrée aux expositions. Fournier exposait ces artistes, il les exposait tout seul, il les exposait avec d'autres, avec qui avait toujours un sens. Il y a une histoire de la galerie qui s'écrit de carton d'invitation en carton d'invitation, en fait, avec les noms de ceux qui se sont croisés, pourquoi ils ont été rassemblés ensemble, selon des dynamiques qui mêlaient français, américains, selon des dynamiques qui mêlaient différentes générations, et puis souvent simplement parce qu'il y avait des œuvres qui se répondaient, des façons de voir la peinture qui se répondaient, ou parfois qui s'opposaient, parce que Fournier aimait bien aussi jouer des contrastes. Et l'importance des archives consacrées aux expositions, qui est vraiment massive, dans le fond, témoigne de l'importance accordée à ce geste-là. On sait que Fournier accordait beaucoup d'importance, y compris à ses stands dans des foires, etc. C'était vraiment toujours des travaux, et ça se voit en fait dans les archives. On retrouve aussi tout le travail qui accompagne l'effort que Fournier a de manière constante fait de placer les œuvres des artistes dans les collections publiques. Donc des échanges avec des conservateurs, des réponses à des projets du type 1%, etc. Donc placer les œuvres dans les collections publiques, ça n'a pas toujours marché, mais ça a souvent marché. Ça, il y a une trace aussi de ça dans les dossiers. Évidemment, les demandes d'authentification et tout ce qui relève de la correspondance avec des possesseurs d'œuvres. Évidemment, il y a de la comptabilité, il y a des factures, il y a énormément d'iconographie, je pense, qui intéressera énormément les chercheurs à un moment, parce que voilà, on peut retrouver des photos des œuvres, mais des photos de tout, c'est déjà en fait énorme quand on s'intéresse à un peintre. Et des photos des accrochages, ça c'est absolument indispensable. Et puis après, parfois, chaque dossier va contenir sa petite surprise. Chez Viala, par exemple, il y a quelques... Je ne sais pas si dessin c'est le terme, mais manifestement, ils ont esquissé un croquis ensemble où il a voulu démontrer un truc. Donc on a une ficelle trempée dans de la peinture et quelques essais, des choses comme ça. Donc ils ont manifestement travaillé à quelque chose ensemble. Quoi, je ne suis pas spécialiste de l'œuvre de Viala, j'attends que le spécialiste se présente et vienne identifier ça, mais évidemment il y a des petites choses comme ça. Et puis l'archive c'est très intéressant parce que ça raconte une histoire, mais l'archive est aussi assez sèche en fait. Et ce qui redonne de la matérialité à l'archive, le fond d'archive, si tu veux, c'est un peu le squelette de l'individu. C'est ce qui reste 65 millions d'années plus tard, mais c'est pas la chair, ça ne te donne pas la couleur des yeux. Et donc il y a des pans de l'archive qui permettent de compléter un peu ça. Donc il y a tout ce qui est correspondance, évidemment, qui dans le cas de Fournier, par exemple, dénote un homme de lettres, parce que c'est une plume, Fournier. Enfin, c'est hyper agréable de lire ses lettres, c'est même assez beau. Et puis après, il y a le silence des archives. Voilà. Il y a ce que les archives ne disent pas, ce que les textes vont compléter, ce que les témoignages vont compléter. Les témoignages de ceux qui l'ont connu vont immanquablement compléter sur sa personnalité, sur sa façon de dire toujours, d'appeler tout le monde monsieur, madame, de toujours s'effacer quand il tenait la porte, quand il passait une porte devant quelqu'un, il s'effaçait systématiquement pour que la personne passe devant lui. Le fait qu'il allait prendre le thé chez Antaï jusqu'à la fin de leur vie, chez Simon Antaï, qui est évidemment la grande rencontre de sa vie, et évidemment un immense pan des archives est consacré
à cette relation qui dure toute leur vie. Et même lorsqu'Antaï n'expose plus, même lorsqu'il se brouille, parce que comme un vieux couple, il se brouille, etc., Fournier va prendre le thé tous les samedis chez Antaï, quoi. Et ça, c'est évidemment pas dans l'archive, parce que ça laisse pas de traces, parce que ça, c'est une histoire entre deux hommes, mais donc il y a les archives et il y a aussi le silence des archives. Et puis tu parlais de ces traces dans les cartons qui sont consacrés à Viala. On avait évoqué rapidement toutes les deux le fait que Fournier participait beaucoup à la création des cartons d'invitation. Donc c'est peut-être aussi ça qu'on peut retrouver. Oui, c'est vrai que c'est une sorte de témoignage indirect de Fournier, mais la galerie conserve une collection complète des cartons d'invitation. Et on sait que ceux-ci, à part ceux de Pifaretti, qui laissait personne d'autre que lui, il touchait tous les autres cartons d'invitation. C'était Fournier qui les faisait lui-même. Et il les a fait de toutes les formes, grandes, petites, beaucoup d'iconographie, très peu d'iconographie, des textes, pas de textes, sibyllins, mystérieux, explicites. Enfin, il y en a eu vraiment d'absolument toutes les formes. Mais Fournier, qui était un homme qui venait des métiers manuels, a gardé cet interventionnisme en fait dans ces objets-là. Et en fait, je serais pas loin de penser qu'il mettait vraiment la main dans tout ça. Par exemple, c'est un document de la bibliothèque, c'est un catalogue des livres qui sont vendus rue Quincampoix en 1983. Le titre, c'est Livres, catalogues, plaquettes et opuscules, expositions et manifestations, art visuel, 1983. Suit évidemment. Déjà ce titre, en fait, il est poétique. Enfin, je veux dire, on sent le Jean Fournier derrière. C'est pas un titre parfaitement lambda de catalogue de référence de livres. Et la couverture du livre, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est constituée de 2 colonnes, le numéro et le prix. Et en fait, elle donne les prix à la façon d'une plaquette dans une galerie. Elle donne les prix des livres qui sont détaillés dans le catalogue et numérotés. Donc vous trouvez le livre qui vous intéresse dans le catalogue et vous vous reportez quelque part sur la reliure, enfin la couverture si vous voulez, pour trouver le prix du livre. Je suis absolument certaine que c'est un geste de Fournier, c'est un geste à la fois de galeriste et de libraire. Enfin, je trouve ça très, très, très humain, de même que dans cet autre catalogue, qui est celui qui suit, en exergue, il a mis 3 livres sur Matisse, mais sans qu'on les distingue du tout typographiquement du reste de la notice bibliographique, auteur, date, titre, lieu d'édition, machin, combien il y a de planches à l'intérieur. Il termine par chez Thiriade, rue Férou, j'ai beaucoup aimé ce livre, moins célèbre qu'il ne le mériterait parmi les livres de Matisse. Et voilà comment Fournier s'immisce, en fait, voilà comment la voix de Fournier d'un coup retentit dans ce catalogue-là qui lui s'intitule Livres et documents publiés en France et ailleurs sur les arts neufs et de seconde main, avec le petit fleuron Garamond qui servait d'emblème à la galerie, qui encore rappelle l'homme du livre prendre Garamond comme emblème, c'est dit tout. Tu me fais une transition vraiment parfaite vers une des dernières questions que je souhaitais te poser, c'est l'articulation de ce fonds qui entre dans les collections de la bibliothèque avec les archives qu'on conserve déjà, les collections courantes de la bibliothèque. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment on peut... Alors moi, mon grand credo, c'est qu'il y a une continuité absolue entre les collections patrimoniales et les collections courantes de la bibliothèque, et c'est le cas de ce fonds, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà dans les collections de la bibliothèque ces catalogues de livres de Fournier qui étaient entrés dans les collections. Il y avait déjà une production, alors évidemment relative à Fournier, ça c'est évident, mais il y avait aussi déjà de nombreux catalogues d'exposition qui étaient rentrés à la faveur des politiques d'acquisition de l'INHA ou avant de
bibliothèques d'art et d'archéologie dans les collections. Donc en fait, le chercheur trouvera des descriptifs liés aux expositions, les archives de l'organisation d'une exposition donnée à la galerie dans les archives, mais il pourra aussi évidemment compléter avec le texte qui avait été édité, par exemple, dans un catalogue par Fournier à ce moment-là, en regard de cette exposition, commandé à un critique d'art, commandé à un conservateur, commandé à X ou Y personnalité. Et puis, là on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est évidemment une des composantes importantes du don. La galerie a donné un important ensemble d'estampes à l'INHA qui, elles aussi, rejoignent la collection d'estampes qui rejoignent une collection d'estampes dans laquelle elle s'insère de manière remarquablement harmonieuse, en fait. De la part de la galerie, il y a une véritable volonté de laisser, à l'heure de sa fermeture, une trace représentative des œuvres qu'elle a défendues, et du coup d'une certaine histoire de la peinture, de certains artistes, d'une certaine histoire de l'art qui a été défendue par la galerie. Donc elle a donné des œuvres dans un grand musée français, elle a donné des œuvres dans une FRAC, je ne peux pas dire les noms avant qu'elle le rende public elle-même, et elle a donné ses estampes avec ses archives à l'INHA. Il se trouve qu'à l'INHA, il y a une collection d'estampes de tout premier plan qui déjà faisait la part belle tout simplement par la conception qui a présidé à sa naissance, en fait, à l'estampe contemporaine, au regard tourné vers une pratique contemporaine de l'estampe, donc une espèce d'intérêt pour les renouvellements permanents des techniques, les expérimentations, etc. Et qui faisait aussi la part belle à ce qui se passe dans le monde, les artistes étrangers. Donc évidemment, au milieu de tout ça, les estampes des artistes défendus par Fournier, les estampes des Américains, elles viennent hyper naturellement rejoindre ce fond. Donc on a reçu... j'ai une lentissage parce que j'ai pas me rappeler les chiffres, mais du coup, il y a toute une série de sérigraphies de Hanteil, des lithographies et des sérigraphies de Sam Francis, des sérigraphies de Shirley Jaff et des lithographies de John Mitchell. Donc tout ça formant du coup un ensemble de 4 artistes absolument emblématiques de la galerie Fournier, en lien avec eux-mêmes les importantes archives qui les concernent dans le fond, et s'insérant à la fois dans une collection qui a sa propre logique, qui fait écho en fait à celle de Fournier, et qui répond à un geste, une espèce de geste de mémorialisation, qui est peut-être un des trucs qui m'intéresse le plus dans ce projet. C'est pour ça qu'en fait c'est intéressant de parler à l'état de l'art, parce que le format de la conférence c'est quand même celui de un work in progress, et là on est vraiment dans un work in progress. J'ai même pas encore toutes les archives, donc je suis vraiment au cœur d'un processus, mais il est déjà en train de se passer. Enfin, en tout cas j'ai beaucoup d'interrogations sur cette espèce de passage à la patrimonialisation de ces archives. Il y a une espèce d'usage des archives qui est faite par la galerie, qui les prête déjà à des chercheurs, qui portent dessus un regard en fait. Mais il y a un moment donné, qu'est-ce qui va perdurer de ces usages-là en fait. Bien évidemment, l'INHA ne va pas délivrer des certificats d'authenticité, par exemple. Donc, il y a des choses qui vont s'arrêter en fait. Mais il va y avoir peut-être un rapport différent à ces documents-là, et d'une certaine façon, est-ce qu'ils changent de nature? Est-ce que c'est un relais qui se fait? Est-ce que c'est une deuxième vie? Voilà, l'avenir peut-être le dira. Et puis il y a un changement, effectivement, tu parlais des estampes, il y a un changement d'échelle aussi en faisant entrer ces archives à l'INHA. Il y a la mise en relation avec les estampes que l'on conserve, mais il y a aussi donc les cartons d'invitation qui s'insèrent aussi dans une très large collection de cartons d'invitation qui sont conservés à la bibliothèque, et peut-être même, parce que c'est aussi l'une de tes missions, de tes nombreuses missions l'INHA, est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'insère dans la politique patrimoniale de l'INHA de conserver des fonds qui ont trait au marché de l'art? C'est une de tes prérogatives. Oui, absolument. En fait, à travers une politique de collecte, il me semble que, même si je suis l'une des dernières arrivées à l'INHA, donc je ne suis pas forcément la mieux placée pour en parler, mais il y a une espèce de tentative de garder une mémoire, en fait, des choses. Et à cet égard-là, les fonds d'archives, ou les fonds des personnalités du marché de l'art, le commissaire-priseur, etc.,
viennent sauvegarder, en fait, dans un institut national, un souvenir des choses et un souvenir plus en profondeur. Le souvenir du marché de l'art, il passe par des archives publiques qui sont déposées aux archives départementales, il passe par des catalogues de vente qui sont publiés, mais en fait les dossiers de préparation des ventes et ce qui met un peu de chair en fait autour de ces deux outils de référence qui restent un peu à la surface des choses, en fait c'est avec les archives de ce marché. Le pourquoi du comment il va être dans ces archives, dans les correspondances qui accompagnent les ventes, dans les choix qui sont faits. Et la galerie Fournier, elle raconte une certaine histoire de l'art entre 1954, premier grand geste de galeriste de Fournier, jusqu'à 2024 en fait. Elle raconte... Elle va raconter l'entrée de certains artistes américains, elle va raconter l'éloignement du surréalisme au début de son histoire, elle va raconter une certaine histoire de la survivance de la peinture, elle va raconter une sorte de généalogie de peintres qui vont rester fidèles à une sorte d'héritage maticien qui va se transmettre comme un flambeau. Elle va raconter aussi ces histoires de passation de génération, parce que la galerie mettait aussi en contact beaucoup de jeunes générations avec des anciennes générations, etc. Et donc faire entrer ces archives-là, c'est une pièce du puzzle en plus, en fait, dans une collection qui elle-même est très au-delà de ces questions de support, c'est-à-dire les archives du marché de l'art, elles répondent elles-mêmes à la collection de catalogues de vente, qui est la plus grosse collection de catalogues de vente de pays, je ne sais pas si c'est pas du monde, allons-y, qui elle-même fait écho à la fabuleuse collection de livres qui contiennent énormément de catalogues qui eux aussi racontent une histoire des expositions, etc. Et donc c'est une pièce de plus, et une grosse pièce en l'occurrence, parce que c'est quand même, voilà, c'est important, les archives et galeries, c'est plein d'énormément de choses dans une mémoire qui est dans en fait un grand puzzle quoi, je trouve pas vraiment tout le mot que la mémoire en fait, mais dans le souvenir vraiment de l'art, de son histoire, de l'histoire, de la manière dont on l'a écrite, et de l'histoire de ceux qui l'ont fait, promu, défendu, et fait exister sous toutes ses formes. Et peut-être une dernière question avant de laisser la parole au public si vous le souhaitez, donc vous pouvez commencer à réfléchir à vos questions dès maintenant. Une dernière petite question peut-être sur la galerie Jean Fournier. Après Jean Fournier, en fait, dans les archives vont aussi rentrer des choses très contemporaines, finalement. Oui, absolument. Alors, la totalité des archives de Fournier après Fournier ne sera pas immédiatement disponible à la recherche parce que il y a quelque chose qui s'appelle le secret des affaires qui jette un embargo de 25 ans sur la communication des données, notamment les données commerciales, mais pour autant, tout ce qui relèvera vraiment du purement artistique sera sans doute accessible beaucoup plus vite que ça, et effectivement, la galerie donnant ses archives jusqu'à nos jours, jusqu'à demain en 2025, quand elle aura fermé, il y aura ces nouveaux peintres que la galerie a choisi de défendre, ou ces peintres qui sont entrés dans le scope de la galerie après la mort de Fournier. C'était pas tous des petits jeunes, mais ces pistes d'ouverture que la galerie s'est données, donc il y aura effectivement de l'art le plus contemporain dans ce fond.